Bonjour, donc voilà quelques éléments de correction sur ce premier TD sur les problèmes de moindre carré. Et donc ici sur ce premier TD spécifiquement sur les problèmes de moindre carré linéaire. Donc je vais tout de suite aller à la première question qui nous intéresse, à savoir à quelles conditions sur les abscisses finalement des petits points en bleu qu'on voit ici. Donc le problème de moindre carré correspondant au problème de régression polynomiale que l'on veut résoudre admet une solution unique. Donc en fait c'est la question 2 ici. À quelles conditions sur la matrice A le problème de moindre carré admet-il une solution unique? À quelles conditions sur les TI cette condition est-elle vérifiée? Donc ici on sait que l'on a un P inconnu, d'accord, enfin P plus 1, pardon, puisque ce sont les coefficients d'un polynôme de degré P, donc il ne faut pas oublier le terme constant. Donc la matrice A que l'on obtient, c'est une matrice qui est de taille n en nombre de lignes et P plus 1 en nombre de colonnes. Et donc le problème de moindre carré admettra une solution unique, bien évidemment, si le rang de la matrice A est égal à P plus 1. Donc, quelques éléments pour P égale 1, P égale 2. Donc, pour P égale 1, si on regarde l'allure de la matrice A, donc cette matrice on l'avait déjà vue d'ailleurs, c'est celle qui correspond au problème de régression linéaire simple. Donc une façon d'exprimer, de calculer le rang d'une matrice comme ceci, qui est plutôt a tendance à être rectangulaire, eh bien c'est tout simplement d'exiger que par exemple, pour qu'elle soit de rang 2, cette matrice, que l'on puisse trouver un déterminant extrait de cette matrice A qui soit différent de 0. Donc ça consiste en fait à trouver deux lignes telles que les lignes sont linéairement indépendantes. Voilà. Donc là, ici, l'idée, c'est que on va prendre deux lignes, une ligne I et une ligne J, donc qui correspondent donc aux lignes que l'on retrouve ici et ici. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ce déterminant est différent de 0. Ça, on le voit tout de suite. Si on le développe, ça fait Tj moins Ti. Donc ce déterminant va être différent de 0 si Ti est différent de Tj. Alors la façon de traduire ça, par rapport aux données, c'est que s'il existe I et J, donc I différent de J, tel que Ti différent de Tj, alors nécessairement le rang de A est différent de 2. Donc c'était un peu évident dans ce cas-là. Donc ça veut dire qu'en fait, même si il n'y a que deux valeurs distinctes d'instant, Ti, Tj, le problème a ici un sens. Tout simplement parce que bon, l'idée c'est de faire passer une droite, au mieux parmi les données, d'accord? Il est clair que si tous les points des données ont la même abscisse, ben on ne pourra jamais trouver une équation de droite telle qu'on la cherche, d'accord? C'est-à-dire surtout une droite donc qui a une pente qui est finie, d'accord? Voilà. Donc on pourrait éventuellement faire passer une droite verticale, mais donc la façon dont on pose le problème n'est pas du tout adaptée dans ce cas-là. Alors, pour P égale 2 maintenant, alors dans ce cas-là, la matrice A, bon, en fait on a tout simplement une colonne en plus, d'accord, avec les carrés des instants TI jusqu'à T1 jusqu'à Tn. Et donc ici, il s'agit, pour montrer que la matrice est donc de rang 3, de trouver un déterminant extrait, donc trouver trois lignes, telles que, lorsqu'on forme le déterminant correspondant, et bien ce déterminant est différent de 0. Donc là, on va prendre trois lignes distinctes, I, J et K. D'accord. Donc les lignes qu'on retrouve ici, ici, ici. Donc pour exprimer ce déterminant, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre comme ligne de référence la première ligne, d'accord? À la deuxième ligne, on va venir lui soustraire la première, d'accord? Et pareil, la troisième ligne, on va venir lui soustraire la première ligne. Donc vous savez, quand on fait ce genre d'opération élémentaire, on ne change pas tout du moins, tout au plus,
la nullité ou pas du déterminant. Donc il faut faire attention dès l'instant où on va venir éventuellement multiplier des lignes ou des colonnes par des coefficients qui sont différents de 1. Là, on va changer la valeur du déterminant. Mais il est clair qu'on ne va pas changer le fait qu'il soit éventuellement non nul ou nul. Donc ici, là ici, le déterminant est conservé, d'accord, parce qu'on a vraiment fait des opérations qui conservent le déterminant, c'est-à-dire qu'on a soustrait, enfin on a additionné à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Donc là, on se retrouve avec un déterminant forcément qui est plus facile à calculer, puisqu'on peut le développer par exemple par rapport à la première colonne. Donc on va se retrouver avec une fois ce déterminant, donc tj moins ti multiplié par tk au carré moins ti au carré, moins tk moins ti fois tj au carré moins ti au carré. Donc ça, c'est pas difficile à faire comme calcul, parce que bon, on a juste des identités remarquables qui sont faciles à noter, qui permettent de faire la factorisation, d'accord. Par exemple ici, tj au carré moins ti au carré, c'est tj moins ti, facteur de tj plus ti. Voilà. Donc, tout calcul fait, et en factorisant, on obtient, donc finalement, le produit des différences 2 à 2 des différents instants. Donc tj moins ti, tk moins tj, tk moins ti. Donc il est clair que cette quantité, elle est différente de 0 dès l'instant où tous les instants sont distincts. Voilà. Donc, ce que l'on peut conjecturer pour une valeur de P finalement qui est quelconque, donc ça c'est quelque chose qui peut se démontrer, c'est que donc pour faire passer un polynôme de degré P parmi nos n points, il faut nécessairement que l'on ait P plus 1 point qui soit d'abscisses qui sont distinctes. Voilà. Donc on démarre avec un petit bout de script là que j'ai déjà écrit. Donc où on charge dans un premier temps le fichier de données, d'accord, et puis on représente les échantillons avec lesquels on a à travailler, donc à savoir qui sont dans un vecteur t pour les abscisses et vecteur y pour les ordonnées. Le fichier, vous le retrouverez sur la section de l'exercice correspondant dans Moodle. Voilà. Donc, voilà nos données. Alors, le vecteur t et le vecteur y, ce sont des vecteurs colonnes. Donc on verra, c'est plus pratique pour la suite. Bon, si jamais un jour vous avez des problèmes à résoudre de moins de carrés avec des données qui sont sous forme de lignes, il suffit de transposer les vecteurs. Donc ce n'est pas un obstacle en soi. Voilà. Alors, je vais récupérer la longueur, enfin le nombre de points expérimentaux, parce que le n va me resservir plusieurs fois dans le programme. Alors, la matrice A, pour déterminer un polynôme de degré P, qui approche au mieux de données, bon, on en a vu déjà quelques exemples, on a vu le cas de la régression linéaire en cours. En cours aussi, sous forme d'exemple, dans Scilab, on avait vu pour un polynôme de degré 2. Et donc si on extrapole ça, on voit tout simplement que dans la matrice A, on a des exposants successifs du vecteur t. Alors en commençant par l'exposant 0, lorsque c'est une colonne de 1, ensuite t, t au carré, etc. Donc en fait, pour un degré p donné, que je vais par exemple fixer ici à p égale à 2, ou même p égale à 1, c'est pas gênant dans un premier temps, ben pour fabriquer matrice A, tout simplement, je vais faire une boucle. Alors, je peux déjà correctement l'initialiser, d'accord? Donc il y a autant de lignes que de points expérimentaux, et autant de colonnes que de coefficients inconnus. Donc là, pour un polynôme de degré P, à chaque fois, on aura P plus 1 inconnue, d'accord? Il ne faut pas oublier le terme constant. Voilà. Et puis ici, on peut tout simplement boucler sur les exposants pour fabriquer cette matrice A. Donc on va aller de 0 jusqu'à P, d'accord? Et on va venir à chaque fois affecter la colonne correspondante de la matrice A. Donc la kème colonne de la matrice A, c'est le vecteur T, donc c'est pour ça que c'est important qu'il soit sous forme colonne, à l'exposant, composante par composante,
Alors, on peut déjà tout simplement exécuter ça pour voir qu'on n'a pas écrit de bêtises. Alors, pourquoi j'ai écrit une bêtise? Parce que justement, la colonne correspondant au degré K, c'est la colonne tout simplement ici, K plus 1. Voilà, donc regardons la matrice A. On a bien effectivement sur la première colonne une colonne de 1 et la deuxième colonne, finalement, ce n'est que le vecteur t. D'accord? Alors, là, l'intérêt, c'est que ça va s'adapter quel que soit le degré, même si là, on est en train de résoudre finalement un problème de régression linéaire simple. Donc, pour calculer ensuite les coefficients du polynôme, bah, il faut résoudre le problème de moins de carré. Alors ça, on a vu en cours qu'il suffisait d'utiliser l'opérateur backslash ou anti-slash, d'accord? Donc rappelez-vous, hein, cet opérateur backslash ou anti-slash, lorsque la matrice à gauche est carrée et inversible, eh bien ça vous donne la solution d'un système d'équations linéaires, donc en utilisant une méthode qui est dérivée de la méthode du pivot de Gauss, d'élimination de Gauss. Par contre, dès que la matrice A n'est pas inversible, ou tout simplement quand la matrice A est rectangulaire, en fait, ça résout le problème de moins de carré correspondant, d'accord, consistant à minimiser la norme, là ici, de A fois θ moins Y. Donc là, bien évidemment, la condition de rang est importante. Donc là, nous, on s'est placé dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que les instants t sont tous distincts, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc on peut regarder ce qu'il y a dans θ. Ça ne nous inspire pas beaucoup. Pour voir que ça a du sens, en fait, il faudrait tout simplement tracer les points obtenus. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les points de même abscisse que t, que les points expérimentaux, mais non leur donnée, c'est leur donnée qui est reconstruite avec les coefficients qui sont estimés. Donc là, ces quantités-là, c'est tout simplement les valeurs du vecteur a fois θ. D'accord? Parce que si on regarde par exemple une ligne correspondante, la ième ligne de a fois θ, c'est θ1 plus ti fois θ2. Donc si on veut tracer les points correspondants, c'est-à-dire les points qui vont se trouver ici sur notre droite, on va tout simplement mettre en abscisse les abscisses des points expérimentaux, et puis en ordonnée, finalement les ordonnées reconstruites avec donc l'équation de la droite correspondant aux coefficients qui ont été identifiés en résolvant le problème de moins de carré. Donc on va rajouter un petit peu d'épaisseur à cette courbe là, et puis de la couleur, tant qu'à faire. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors on peut bien évidemment, avec la structure que l'on a choisie ici, eh bien, changer le degré à loisir. Hein. Donc degré 0, donc c'est vraiment pas terrible, ça c'est normal, hein, on obtient la moyenne. P égale 1 on a fait, P égale 2, P égale 3. Ah, 33. Oh, alors c'était une petite erreur de manipulation, mais c'est un petit côté intéressant. C'est un petit côté intéressant parce qu'on voit qu'effectivement ça commence à osciller dangereusement, quoi. Alors, bon, intéressant. Donc parfois les fautes de frappe peuvent être intéressantes. Alors, dans le sujet, si je ne m'abuse, on nous demandait de au moins déjà, voilà, de tracer l'erreur de régression en fonction du degré du polynôme, d'accord? Donc c'est-à-dire la norme au carré de a fois θ chapeau moins y. Eh bien allons-y. On va commencer ça. Alors déjà, ça veut dire que si je ne m'abuse, je vais regarder l'énoncé, que je n'ai pas complètement en tête. Hein. En fonction du degré du polynôme,
Oui, alors on nous a pas défini quelles sont les bornes. Alors je pense qu'on va faire varier le degré du polynôme entre 0 et 8 par exemple, comme ce qui va être demandé ensuite. Alors, donc, ça sous-entend qu'en fait on va devoir rajouter une boucle derrière tout cela. Alors, je vais indenter le code qui est ici. D'accord. Et puis là, on va tout simplement faire varier P. Alors, allons-y. For P, variante 0 jusqu'à 8. Ok. Donc, la régression, on va la faire à chaque fois. Et donc, ce qu'on nous demande ici de garder en mémoire, je redimensionnerai peut-être le vecteur ensuite, c'est la valeur là, de la norme au carré du résidu, du vecteur résidu. Donc en fait, ici, ça va être norme de a fois θ moins y. Alors, cette valeur, ce vecteur S, je sais a priori quelle est la dimension maximale qu'il va avoir, donc je vais peut-être le déclarer ici. Alors, a priori, 9 composantes. Voilà. Alors, avant d'exécuter ça, je voudrais qu'on touche un peu du doigt le vecteur qui est ici, a fois θ moins y. D'accord? Donc là, c'est quoi? C'est véritablement le vecteur résidu dont on minimise la norme au carré. Donc là, suite à mon exécution que j'ai fait la dernière fois, ça devait être, je regarde, pour p égale à 3, je peux très bien représenter ce vecteur. Il n'y a pas de raison. Voilà, alors, je peux peut-être le représenter avec des petits ronds aussi quand même. Voilà. Donc ça, c'est mon vecteur résidu. Ok? Voilà, donc je pense qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le représenter. C'est quelque chose qui peut avoir du sens d'être représenté au même titre que les données, tout simplement pour avoir un petit peu un ordre d'idée en fait de magnitude de l'un par rapport à l'autre. Je sais pas, par exemple, si on représente aussi en même temps a fois θ. Là, je vais peut-être justement le représenter bon, comme ceci. Allez, on le laisse. Voilà. Donc ça donne un petit peu une échelle, voilà, du résidu par rapport finalement au modèle qui a été identifié. Voilà. Donc, les quantités en fait dont on va calculer à chaque fois des normes au carré, ce sont des résidus qui ressemblent un peu à ça. Ok. Alors, revenons à nos moutons. Donc, là, on était en train de boucler en fait sur des degrés croissants de polynômes pour approcher nos données, et puis à chaque degré de polynôme, à calculer, à la représentation, je vais peut-être l'enlever, de calculer en fait le résidu, la norme au carré du résidu. Alors je dis bien au carré, voilà, j'ai oublié le carré. Alors, je regarde le vecteur S. Voilà, donc on a quelque chose qui est décroissant, tout doucement, que je peux représenter d'ailleurs. Alors en abscisse, je vais vraiment mettre ce qu'il faut, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 8. Et puis on va faire les choses comme ça. Ah, oui, alors il faut que je sois un peu plus rigoureux. Voilà. Donc on a effectivement quelque chose qui stationne. Voilà, donc là ça répond à la première question qui est que, bon, si on voulait par exemple décider quel était le meilleur degré de polynôme, on ne peut pas stricto sensu vraiment le déterminer, puisque cette chose-là, ce résidu est strictement décroissant. Alors, je suis d'accord avec vous, on voit bien qu'effectivement, au bout d'un certain nombre de
composante. Là, là, on passe de degré 0, 1, 2, 3, 4. Bon, à partir du degré 4, finalement, ça descend vraiment doucement. D'accord, très doucement. Donc bon. Alors, les critères sont pas forcément évidents à, à choisir comme ça sur une décroissance. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de faire ce qui vous a été proposé finalement dans la dernière section du cours. Donc, qui consiste à faire quoi? À voir les choses un peu différemment, c'est-à-dire à décider qu'en fait, il y a une partie des données. Alors, on parle bien vraiment pour déterminer le degré optimal, hein. Une partie des données que l'on ne va pas utiliser finalement pour déterminer les coefficients du polynôme. Donc, une partie des données qu'on ne va utiliser que uniquement a posteriori pour faire ce que l'on appelle de la validation. D'accord? Donc, l'ensemble sur lequel on va effectivement déterminer θ chapeau, c'est ce qu'on appelle l'ensemble d'apprentissage. Alors, c'est un bien grand mot pour dire qu'il y a un sous-ensemble des entiers qui vont de 1 jusqu'à n, qu'on va appeler grand T, T cursif ici, et que pour déterminer θ chapeau, on va venir minimiser ce qu'on appelle l'erreur d'apprentissage. Donc c'est comme l'erreur, la norme au carré du vecteur résidu, sauf que cette norme au carré, elle n'est pas calculée sur toutes les composantes, mais uniquement, là vous voyez en l'indice de sommation, c'est sur l'ensemble d'apprentissage. Et ensuite, l'erreur de validation, elle va être calculée comme la norme au carré d'un autre vecteur de résidu, mais cette fois uniquement sur les données qui n'ont pas été utilisées pour l'apprentissage. D'accord? C'est-à-dire que c'est la même expression que l'erreur d'apprentissage, sauf qu'ici on vient sommer sur les indices de l'ensemble de validation. D'accord? Qui est disjoint de l'ensemble d'apprentissage. Et donc l'idée, c'est que cette erreur de validation, on va l'évaluer pour le vecteur qu'on appelle θ chapeau P, qui est la solution du problème de moins de carré, où on minimise donc l'erreur d'apprentissage. D'accord? Alors on va voir que ça se fait assez assez facilement, ça et là, pour peu qu'on définisse les choses de manière un peu rigoureuse. Alors, donc cet ensemble d'apprentissage que l'on va ici déterminer, choisir de manière complètement arbitraire dans un premier temps. Donc c'est un vecteur qui est un sous-ensemble de l'ensemble des entiers allant de 1 jusqu'à n. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 49, je vais enlever 49 échantillons de l'ensemble des entiers allant de 1 jusqu'à n, comme ceci, sur les extrémités. D'accord? Donc je vais en enlever finalement 24, hein, 24 au début, et puis je vais en enlever 25 sur la fin, donc ça fait 49. Donc les 49 restantes, qui sont aux extrémités, ok, donc je vais les récupérer, alors en utilisant une instruction qui s'appelle setDiff, qui calcule tout simplement le complémentaire d'ensemble, d'accord? Donc c'est-à-dire que je vais enlever à l'ensemble des entiers allant de 1 jusqu'à n, donc là c'est un vecteur qui contient les entiers allant de 1 jusqu'à n, et je vais lui enlever au sens différence d'ensemble, c'est pour ça qu'elle s'appelle setDiff, donc c'est vraiment la traduction en anglais, l'ensemble d'apprentissage. Donc on va exécuter ces deux lignes pour vérifier que tout se passe bien comme on veut. Donc si on regarde T, il se finit effectivement à la 176e composante, par exemple. Et puis donc, il commence bien à la 25e. Ok. Et l'ensemble de validation. Ok. Donc on voit bien, on va de 177 jusqu'à 201 et de 1 jusqu'à 24. Voilà. Donc ça, ces numéros vont nous donner finalement... ce sont les vecteurs qu'il nous faut pour assez facilement et bien préciser quand on résout le problème de moins de carré,
avec quelle, finalement, on va voir ligne de la matrice A on travaille, et quand on évalue l'erreur de validation, avec quelle ligne on travaille. Ok? Donc, je vais renommer ce vecteur S, ici je vais l'appeler ST pour dire qu'on s'intéresse à l'apprentissage. Ensuite, l'autre SV pour validation. Et donc, je vais bien modifier les lignes qui sont ici. Donc déjà, première chose, alors je la mets un petit peu en évidence. Donc on a dit qu'en fait le vecteur θ, on vient le valider, enfin on vient le calculer comme solution du problème de moins de carré, restreint aux données d'apprentissage. Alors au niveau de la matrice A, vous avez vu que ça consiste à finalement prendre la matrice A et à ne conserver que les lignes correspondant à l'ensemble d'apprentissage. Donc ça en Scilab, ça s'écrit tout simplement de la manière suivante. Donc on ne prend que les lignes de numéros comprises dans T, toutes les colonnes, et donc de la même manière, pour Y, on ne prend que les composantes correspondant à l'ensemble d'apprentissage. D'accord? Le résidu d'apprentissage. Alors de la même manière, il est calculé sur l'ensemble d'apprentissage. Donc ça, c'est pas ce résidu, ce n'est pas celui qu'on va chercher à minimiser, évidemment. On va ensuite venir le confronter avec le résidu de validation. D'accord? Et donc, le résidu de validation, la norme du vecteur résidu, finalement, eh bien... alors, je me suis un peu trompé ici, là, excusez-moi. Alors, on est bien d'accord qu'on s'intéresse aux lignes et non pas aux colonnes. Voilà, ça c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Donc, pour déterminer le vecteur θ, donc, on sélectionne les lignes correspondantes de A, les composantes correspondantes de Y pour résoudre le problème de nombre de carré. On évalue le résidu d'apprentissage. Donc là, c'est la même matrice ici, ok, et la matrice qui est ici. Et donc là, ici, c'est la matrice pas la même que celle au-dessus. Tout ce qui change, finalement, ce sont les lignes qui sont sélectionnées. D'accord? Voilà. Donc on est bien d'accord que quand on sélectionne des lignes de la matrice A et des composantes correspondantes du vecteur Y, quand on calcule la norme au carré de ce vecteur-là, ça correspond vraiment, dans l'indice de sommation, quand on calcule la norme du résidu au carré, à restreindre l'indice de sommation aux valeurs entières qui sont dans T ou dans V. D'accord? Voilà. Alors, on peut, eh bien déjà, tout simplement, exécuter ce script, et puis regarder, avant de représenter quoi que ce soit, ce qu'il y a dans le vecteur ST et dans le vecteur SV, si ça suit la tendance à laquelle on s'attend. Alors, je vais regarder ST. Donc, il n'a de cesse que de décroître. Et puis, SV, qui manifestement atteint un minimum à la quatrième composante et qui ensuite remonte vraiment fortement. Donc en fait, on aurait déjà la réponse à notre question, à savoir, là ici, le résidu de validation, il est minimal pour P est égal à 0, 1, 2, 3. Alors, on va représenter les courbes pour essayer de voir si on obtient un petit peu la même allure que ce qu'on avait vu en cours. Alors, quelle courbe va-t-on représenter? Eh bien, tout d'abord, la courbe du résidu d'apprentissage, d'accord, qui elle ne fait que décroître, est suivie de la courbe de la norme du résidu de validation. Alors, si je me souviens bien, en cours, on avait dû représenter les choses en échelle logarithmique pour les ordonnées. D'accord?
Donc là, ça, je crois qu'on l'a déjà utilisé dans d'autres circonstances, hein. Là, le premier caractère dit pour les abscisses, on est en normal, et ensuite, deuxième caractère en Y, on est en échelle log. Voilà. Donc ça traduit bien ce qu'on voyait déjà, en regardant les vecteurs eux-mêmes, hein. Alors si on veut que ce soit plus explicite, hein. Voilà, on peut faire ça. Voilà. Alors bien évidemment, accessoirement, en fait, vous pourriez aussi regarder finalement à quoi ressemble le graphe des polynômes successifs lorsqu'on les représente pour les confronter aux données, d'accord? Donc pour voir effectivement que sur les bords de l'intervalle, comme ce qu'on voyait en cours, que le polynôme, en fait, on voit qu'il s'écarte progressivement des données alors qu'il reste correctement collé aux données d'apprentissage. Alors on pourrait aussi, bien évidemment, changer complètement les choses, hein, prendre plutôt, par exemple, on va dire un ensemble de validation qui soit, par exemple, situé au milieu, d'accord, de l'intervalle, et un ensemble d'apprentissage qui soit plutôt qui garde le complémentaire, tout simplement, d'accord. Vous verrez que ça fonctionne aussi. Bon, il y a vraiment beaucoup d'autres façons de procéder. Là, c'est vraiment fait de manière complètement arbitraire et on utilise en fait pas mal des connaissances a priori qu'on a quand même sur les polynômes qui ont tendance à fortement, potentiellement osciller quand les degrés sont trop grands. Voilà. Ben donc voilà pour cette première partie, pour ce premier exercice du TD. Merci.